mesdames, messieurs, nous commençons un cycle de travail à l'intersection du travail des intellectuels, qui parfois a un contenu scientifique et d'autres fois une approximation poétique au moins équivalente à celle de la politique. Et d'autres fois, et je dis, c'est un savoir en toute hypothèse, qu'il s'agit pour nous d'approfondir autour d'un objet qui a quasiment une résonance magique dans notre société, l'entreprise, pour comprendre ce que nous aurons à faire ayant à gouverner ce pays et à nous soucier de production, des conditions de la production, de l'objet de la production, sujet qui ne vient jamais à l'ordre du jour. On en dira sans doute quelque chose ce matin. Mais je dis, on doit donc, puisqu'on va essayer d'entrer dans un savoir pour le maîtriser et être capable ensuite de maîtriser l'action politique, on va essayer de faire appel à d'autres sciences qu'à la science économique. On en parlait il y a un instant avec Eric. Est-ce que c'est une science? C'est en tout cas un savoir qui vise à l'objectivité, c'est-à-dire à devenir capable de prédicibilité. Bon, c'est le critère de la science, hein, c'est comme ça, et ça sera encore comme ça pendant un moment. Donc, il nous faut débarrasser le concept de son contenu magique. Pendant les années 90, et là, je me suis réjoui tout à l'heure en discutant avec un gars du MEDEF, qu'on commence tous les deux par le même truc, en disant, dans les années 90, à la suite, coïncidence, de la chute de l'URSS, il y a eu un moment d'exaltation intellectuelle où d'un côté on a produit cette merveille qui s'appelle le choc des civilisations, qui appelait une guerre générale et universelle qui depuis se met en place, et de l'autre il y avait la répétition des mantras de l'entreprise. Alors il fallait tout faire comme une entreprise, gérer une école comme une entreprise, gérer ceci comme une entreprise. Et puis, c'était dans l'entreprise que le savoir dégoulinait des murs, raison pour laquelle il n'y avait pas besoin de lycée professionnel. Il suffisait de mettre tout le monde en apprentissage. Je me rappelle de discussions très intéressantes avec l'UIMM, qui est une branche du syndicalisme patronal parmi, comment dire, les plus présentes et exigeantes. Et alors, ils prétendaient eux aussi qu'ils allaient former tout le monde. Je leur ai dit, mais vous avez tout à fait raison, je cède instantanément, je vous les donne. Il y en a 13 millions. Alors, bon, comme vous n'avez pas que ça à faire, hein, quand même, vous êtes des entreprises. Donc, vous les divisez par 21, ça fait une classe, et puis vous mettez des gens pour s'en occuper. Nous, on fait ça, mais apparemment moins bien que vous, puisque vous fonctionnez grâce aux gens qu'on vous envoie, mais vous prétendez faire mieux. Il y avait donc une espèce de... C'était magique, l'entreprise, l'entreprise. Évidemment, pendant que ce type de discours avait lieu, se glissait un autre concept beaucoup plus concret qui était que l'usager, usager du service public, usager de telle ou telle prestation, devenait un client. C'est-à-dire que le domaine de la marchandise s'étendait et sa domination sur tous les autres concepts à l'œuvre. Donc, ce sommet de l'efficacité sociale, cette centralité absolue qu'il y avait dans l'entreprise était porteuse, évidemment, pas seulement d'un mode de production, mais d'un type de rapports sociaux et d'un type de société. Sans doute faut-il s'en débarrasser, et certainement pas continuer à cultiver cette stupidité qui consiste à dire nous allons apprendre dès l'école, s'il vous plaît, primaire, le goût d'entreprendre. J'ai aussi entendu cette bêtise être propagée sur tous les tons, et ça permettait, encore une fois, de conforter la centralité. Donc déjà, une fois qu'on aura enlevé le côté magique, non, l'entreprise n'est pas la solution miracle de la condition humaine, c'en est un des outils, c'en est un des aspects, mais pas plus. Et comme tous les autres, il soulève autant de questions qu'il en résout, et des fois, il en soulève plus qu'il n'en résout, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque du fait du fonctionnement de l'entreprise sous la norme et l'exigence de l'accumulation du capital, se produit la destruction de l'écosystème, question qu'eux-mêmes feraient bien de se poser, mais qui pour l'instant ne les intéresse que sous un seul angle, c'est comment faire du profit avec les catastrophes qui déclenchent. Voilà, et ils y arrivent. Ils arrivent à faire des pompiers privés, à faire des sociétés qui possèdent l'eau en Californie. Et donc, c'est pourquoi ce système n'est pas capable par lui-même de se maîtriser. Et il n'y parviendra jamais. Pourquoi? Parce qu'il est capable de se nourrir des turpitudes qu'il provoque. Ce qui est un fait sans précédent dans l'histoire humaine. Alors, continuons, essayons de regarder ce qu'on peut dépoussiérer. C'est un mot polysémique. Alors, chaque fois qu'on dit entreprise, puisque c'est le sujet de la rencontre, de quoi parle-t-on?
car tout n'est pas du même intérêt pour nous. Est-ce qu'on parle du collectif de travail qu'est une entreprise? Alors, on va parler des rapports sociaux, alors on va parler du niveau de formation, alors on va parler de la contribution humaine, des outils qu'on va mettre en place. Est-ce qu'on parle d'un instrument de production? Alors on va parler des machines, on va parler de la division du travail, on va parler de la performance productive. Ce sont des sujets distincts de la performance du capital. Ou bien, est-ce que nous parlons de la structure juridique? Alors, question, quand est-ce que ça commence? C'est comme le capitalisme, personne n'est capable de dire quand ça commence. On sait quand on envoie des formes, dans le grand commerce, on dit en général médiéval, à Venise, hein. Mais non, on trouve des choses très, très, très anciennes. Pour ma part, comme j'ai vu qu'on trouvait des racines à la création de sociétés dès le XIVe siècle, ou même le XIIIe siècle, il faut savoir que la première horloge publique, elle est du XIIIe siècle, elle est en Italie. On devrait plutôt s'attendre à la trouver en Flandre, puisque c'est là qu'on a les premières entreprises de tisserand. Mais l'objet lui-même, vous allez vous demander quel rapport ça a, c'est que si vous mettez une horloge publique, c'est que vous avez besoin de mesurer le temps. Si vous avez besoin de mesurer le temps, il faut que vous en soyez capable. Ça suppose des machines capables de tronçonner, découper, etc. et faire des horloges. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous voulez mesurer et pourquoi? Dans mes notices, j'ai lu qu'on faisait ça pour organiser le travail des moines, parce qu'ils travaillaient et puis ils priaient, il fallait distinguer les deux. Je n'en crois pas un mot. Je pense qu'à l'instant où est apparue une horloge, c'est parce qu'il s'agissait de mesurer du temps de travail et de savoir ce qu'on allait le payer et combien de temps on pouvait le faire durer. Parce que c'est la clé fondamentale de la double nature de l'entreprise. C'est à la fois un endroit où l'on produit des biens et deuxièmement, c'est un endroit où se produit un miracle, une chose extraordinaire, la production de surproduits social. Et dès que nous avons du surproduit, c'est-à-dire qu'on produit plus que pour soi-même, alors se pose la question de savoir qui est propriétaire de cette surproduction. Est-ce que c'est celui qui a installé l'entreprise? Est-ce que c'est celui qui la stocke? Etc., etc. Les questions sont en chaîne et nous avons à en débattre. Cependant, pour nous qui appartenons à l'école du matérialisme historique, nous considérons que le capital n'est pas une chose. Ce n'est pas un tas de sous dans un coin, une pile de titres dans un coffre, c'est un processus. Et c'est donc tout au long de la chaîne qui va faire circuler de la production à la marchandise que va se réaliser l'accumulation. Si bien que la série suivante des questions, c'est que si nous avons affaire à une réalité, comme je viens de le dire, polysémique, si elle est naturellement polyvalente, on se pose la question de savoir quand est-ce qu'elle commence et pour quoi faire et dans quelle proportion. C'est sûr qu'on peut dire que le capitalisme, comme le patriarcat et comme beaucoup d'autres choses, merci beaucoup, sont liés à la naissance des villes. La fonction première des villes, comme le décrit très bien Testard, ce n'est pas de regrouper des gens au bord d'un fleuve, c'est de se demander pourquoi ils se regroupent et au bord d'un fleuve et pourquoi dans cette forme particulière d'organisation du territoire, car les villes ne sont pas des gros villages. Les villes sont caractérisées, dit Testard, par une fonction, le stockage. Et le stockage, ça suppose la capacité d'accumuler. L'accumulation est donc un processus anthropologiquement lié à la condition humaine. On ne peut pas imaginer une société dans laquelle personne n'accumulerait rien. Et donc, cette accumulation prend-elle un caractère privé ou un caractère social? Voilà l'une des questions qui va être à la base de l'analyse qu'on fait de l'outil de production, dans quel sens il va et au service de quoi il est. Ce que nous appelons le capital, la plus-value, formée dans le cycle de la marchandise et de l'argent, peut aussi s'appeler surproduit social. Une société qui serait, on ne sait pas comment ça fonctionnerait, mais entièrement collectivisée, aurait à se poser la question de savoir la quantité de surproduit qu'elle extrait du travail humain et de comment elle le répartit. On n'échappera pas à ces questions-là. Donc, il est vain de les attribuer comme une tare au capitalisme. C'est la façon avec laquelle il le fait qui pose problème pour nous, plutôt que l'acte lui-même. Que des capitalistes nourrissent, comme ils disent, en produisant de l'agroalimentaire, ne nous pose pas le problème de la nourriture. Nous n'y échapperons jamais. La question qui nous est posée, c'est de savoir qui la produit et comment, et dans quelles conditions on y accède. À chaque fois, on va donc trouver un rapport social, et un rapport social marqué par les dominations. Comment libère-t-on la société des dominations? Peut-on imaginer une société libérée des dominations? Eh bien, c'est la question qui, au fond, est posée à l'idée anticapitaliste et à l'idée antiproductiviste qui n'a jamais voulu dire ni la suppression du surproduit, ni la suppression de la production elle-même. Alors, je disais, il y a donc des critiques à faire immédiatement du concept.
débarrassons-le de son aspect magique. Tâchons de le situer précisément dans les rapports sociaux. Mais ensuite, libérons-le de quelques-unes de ces facéties qui participent de la lutte politique. Par exemple, l'entreprise, ça serait, comme j'ai dit tout à l'heure, juste le rapport juridique, les actionnaires. Donc, la bonne santé de l'entreprise, c'est quand l'actionnaire est joyeux, car alors il investit à bon escient, porté par sa joie et son bonheur de vivre, et donc il analyse finement où allouer la ressource. Naturellement, ceci est une énorme blague qui ne tient pas compte du fait, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'entrepreneur est incapable de se libérer des tares du système qu'il met en mouvement, et qu'arrivé à un certain point, il va au fond du pouvoir qu'il exerce, c'est-à-dire un pouvoir absolu. C'est-à-dire que pour finir, l'actionnaire va se soucier uniquement de l'accumulation du capital qu'il provoque pour sa satisfaction, ou, on va faire court, le rapport juridique particulier et pas celui du collectif. Voilà. Donc il n'y a jamais de ruissellement. Le ruissellement est une fadaise pour les gogos, pour leur faire croire que plus le riche est riche et plus le pauvre aura des grosses miettes. Et plus le riche est riche, plus il saura quoi faire de son argent, tandis que le pauvre, qui est un imbécile par nature et qui est responsable de sa pauvreté, est bien sûr incapable de savoir quoi faire de cette ressource. C'est ce monde mythologique, hein, de la toute-puissance des uns et de l'absolue stupidité des autres qui structure l'idée que la bonne entreprise, c'est celle où l'actionnaire est content. Je peux vous dire que la satisfaction de l'actionnaire varie suivant les époques et les siècles. Personnellement, au siècle précédent, quand on parlait d'un rapport de 4-5%, nous hurlions à la surexploitation et à l'esclavage des travailleurs. Aujourd'hui, si vous leur donnez moins de 10%, ils ferment la boîte et ils mettent tout le pognon qu'ils ont dans un fonds de pension qui circule à la vitesse que vous connaissez. Si c'est la vitesse de possession d'une action, c'est 11 mois en moyenne. Si c'est dans le trading à haute fréquence, c'est 2 secondes. Voilà, le capitalisme de notre époque est en proie à un rythme interne qui lui est donné par un maître du bal qui fonctionne à la cadence de 2 secondes. Donc critiquer, aller à l'efficacité du concept. Ce n'est pas les actionnaires. Est-ce que c'est un lieu autonome? Si vous parlez avec un patron, de quoi va-t-il vous parler? De son entreprise, c'est bien normal. Mais aucune entreprise n'existe par elle-même ni n'est un lieu autonome. C'est forcément une intersection de réseaux. Il est impossible pour un pouvoir politique comme le nôtre, qui pense qu'il a affaire avec la production, pardon, c'est une thèse. Ça va au contraire de l'ordolibéralisme à l'allemande qui s'est répandu dans toute l'Europe. C'est-à-dire, la politique n'a rien à voir avec l'économie, elle est priée de s'occuper d'autre chose et laisser l'économie vivre d'après ses propres lois, qui sont des lois de la nature, comme chacun le sait. Donc, dans cette vision, on ne considérera jamais l'ensemble des réseaux qui contribuent à la possibilité qu'il y ait cette interconnexion qui s'appelle l'entreprise. Enfin, l'entreprise n'est jamais neutre. Vous remarquerez que c'est un sujet qui est, par exemple, on dit « nous voulons réindustrialiser la France ». Et toutes sortes de politiciens, flanqués de gens dont c'est l'intérêt, sont là à sautiller en rond pour réindustrialiser. Pardon, mais ceci ne présente aucune espèce d'intérêt. Réindustrialiser, pourquoi faire? La question qui est posée, c'est soit celle de l'offre, soit celle de la demande. Si nous discutons de la demande, de quoi a-t-on besoin? Et alors on se posera la question de savoir quel est l'outil de production dont on a besoin. Si la France doit continuer à avoir un rôle dans le monde, ça ne peut pas être simplement en multipliant le nombre d'entreprises qu'elle possède et l'accumulation. La France ne possède rien, ce sont toujours des personnes privées qui possèdent. L'extraction qu'ils font du capital dans les pays dans lesquels ils sont. C'est donc avec d'autres moyens qu'on va raisonner, peut-être en partant des besoins et en se demandant quels sont les besoins, question qu'on ne s'est jamais posée. Par exemple, moi, on me jette à la figure régulièrement que le capitalisme de notre époque, qui est bienveillant et bienfaisant, a permis de faire entrer dans le marché mondial telle économie. Et donc, on mesure qu'il y a une dollarisation de cette économie. Pensez quelle réussite, puisque même des dollars, comme c'est moderne. Bon, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Au lieu du sorgho, on a mis du blé que les gens ne consomment pas. Au lieu d'élever tel ou tel bétail, on va élever des poulets, dont il arrive déjà des morceaux par l'Union européenne, etc., etc. On ne part pas des besoins, on parle de la norme, avec comme norme absolue l'accès au marché mondial. Eh bien, ce concept aussi, il faut le mettre en discussion. Est-ce qu'il n'y a d'entreprise possible qu'à échelle du marché mondial? Et pardon de vous dire que ce n'est pas une question nouvelle, parce que l'Empire romain, c'est déjà une mondialisation. Il ramasse le blé qu'il y a en Égypte. Et il se pose la question de savoir où on en plante et où ça vaut la peine. Parce que si c'est en Italie, ça vaut moins la peine qu'en Égypte. Et déjà à l'époque, pardon d'aller chercher si loin, mais l'agriculture égyptienne a été détruite
par les objectifs de production, qui étaient des objectifs de production pour un empire, là où auparavant on avait produit pour un pays. La question de la relocalisation n'est pas une question obscène. Ça n'est pas réduire que de relocaliser. C'est penser différemment la production et les outils qu'on met en œuvre et les qualifications qu'on va donner. Donc, à ces trois critiques, dont celle de la neutralité de la production, je vais finir, moi, mon ouverture de tous les problèmes que je vous mets sur les genoux. La question, bien sûr, du sous-investissement du capital. Je vous ai dit tout à l'heure la perversité d'un système qui prétend ruisseler et ne ruisselle pas du tout, et qui est en phase de sous-investissement permanent. Alors, il donne sans arrêt des leçons aux ouvriers. Il faut produire davantage, les salariés plus, être moins malade, être opportunément malade. Si vous pouviez choper la grippe en août, c'est mieux qu'en décembre, parce que tout le monde l'a en décembre. C'est d'une banalité totale et ça oblige à accroître les structures. Tout ce discours moralisateur, le pauvre est responsable de sa pauvreté, le malade est responsable de sa maladie, etc., qui vise à intérioriser la police politique dans la tête des gens pour qu'ils se sentent coupables, cette affaire, il faut bien voir que les importants ne se l'attribuent jamais. Pourquoi sous-investissent-ils? Pourquoi? C'est une question qu'on pourrait leur poser. Que vont-ils faire? Venir jeter des larmes? C'est parce que les ouvriers français coûtent trop cher, parce qu'ils sont trop souvent malades, parce que. Tout ça est faux. Ce n'est pas vrai. Nous avons fait tout ce que nous avons fait dans le passé par les progrès de la technique, par notre capacité à améliorer la productivité du travail, et l'amélioration de la productivité du travail, la robotisation, qui est en retard en France d'une manière absolument spectaculaire par rapport à la Corée du Sud, par rapport au Japon, par rapport aux Chinois, par rapport à tout le monde. Pourquoi? Est-ce que nous aurions à avoir peur de la robotisation? On est devenus fous, quoi. Les machines, c'était fait pour soulager la peine de l'être humain au travail. C'était fait pour augmenter la production dans des conditions qui demandent moins de travail pour avoir plus de temps libre et peut-être avoir des productions de meilleur niveau. Maintenant, on fait comme si la production était un objectif en soi. Produisez ce que vous voulez, comme vous voulez, n'importe où, n'importe comment, du moment que ça se vend. Et pour que ça se vende, il faut qu'il y ait un marché mondial. Et quand il y a un marché mondial, celui qui domine son segment impose ses normes et impose sa manière de faire, si bien que les autres ne peuvent plus accéder à ce moment-là aux mêmes échelles de production et aux mêmes débouchés. Donc le sous-investissement du capital est pour nous une question avec la classe capitaliste. Et avec la classe capitaliste, il y a un compromis qui est nécessaire. Personne, sauf à raconter n'importe quoi, n'est capable de dire qu'il va collectiviser toute une économie dans la durée d'un mandat présidentiel en 5 ans. Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Par conséquent, oui à une économie mixte, c'est ça que nous voulons faire, dont une partie de la production, dont une partie de l'échange, dont une partie de l'usage sort du marché pour entrer dans la consommation, la sphère de la consommation sociale. Mais pour autant, il y a un compromis à avoir. Nous ne pouvons pas avoir de compromis avec les multinationales dans les conditions dans lesquelles nous luttons aujourd'hui. La relocalisation est un des instruments. Et enfin, il faut compter sur l'ennemi pour faire les erreurs avec lesquelles nous allons peut-être pouvoir agencer notre propre travail. Si M. Trump veut supprimer l'impôt mondial à 15%, maximum qu'on prétend lui imposer, pour lui substituer l'impôt de l'économie de guerre, 5% du PIB consacré à acheter des armes, évidemment américaines, personne ne parle d'acheter des Rafales, il est question d'acheter des F-35 et ainsi de suite. C'est 5% d'un tribut perçu sur le monde entier au profit de l'économie nord-américaine, qui n'est compétitive dans à peu près aucun domaine, sauf ceux de l'économie d'armement et des fournisseurs de l'économie d'armement. C'est aussi vieux que les États-Unis d'Amérique eux-mêmes. Donc, bref, si nous voulons aller contre cette pente-là, la question du compromis social nous est posée. Le compromis social se fera avec ceux qui veulent bien faire un compromis. Ceux qui ne veulent pas faire de compromis seront combattus. Si M. Trump décide de ne plus mettre 15%, qu'il ne supportera plus qu'on taxe les entreprises américaines, nous aurons donc le droit de les foutre dehors. Évidemment, eux diront, mais si vous nous mettez dehors, nous vous ferons comme on fait pour tel ou tel produit. Il y a un produit américain dans ce que vous faites, vous, je ne sais pas ce que vous fabriquez dans la vie, mais bon, est-ce qu'il y a un produit américain? Vous n'avez pas le droit. Ce qu'ils nous font déjà. Chaque fois qu'ils mettent des sanctions économiques, ils interdisent toutes les productions françaises qui contiennent des produits américains. Et le non-dit, c'est que souvent, on met comme ça pour dire, vous avez vu, on est copains, on fera comme vous nous dites. Et voilà pourquoi on fait un accord sur le nucléaire en Iran, on rentre nos productions, ils décident qu'il n'y a plus d'accord sur le nucléaire, on sort nos productions, etc., etc. Par conséquent, si vous entrez dans un monde de conflits,
il faut apprendre à gérer le conflit, pas en avoir peur, mais utiliser l'énergie du conflit. C'est pour ça que ceux qui me font des reproches sur la conflictualité me font bien rigoler, surtout quand c'est un agrégé de latin et de grec. Je lui ai déjà dit, bah, écoute mon pote, t'as qu'à relire Héraclite, il te dit, le futur est l'enfant de la discorde. Ben oui, c'est la contradiction, pour dire ça poliment et euphémisé, qui fait avancer le monde, et c'est elle qui nous fera avancer dans la phase suivante. Le deuxième point, c'est les facteurs de production qui sont en tension. Et là, ce sont les problèmes à gouverner. Nous ne pouvons pas continuer avec des gens malheureux au travail. Comment on peut leur faire comprendre que 2 morts par jour au travail, c'est trop? Mais je mets même cette question de côté. Comment comprendre qu'aller au boulot avec la boule au ventre, c'est pas une bonne idée? Que la production s'améliore quand la condition des salariés s'améliore, que ça a toujours été comme ça, que les plus hauts niveaux de productivité ont été atteints dans les périodes où on a donné le plus de droits aux salariés, et que plus grande est la participation du salarié à la décision et au partage, meilleure est la production qui est faite au bout du compte. Et une fois qu'on a critiqué les conditions dans lesquelles on produit, on peut entrer dans une discussion sur le produit lui-même dans d'autres conditions. Tout ça, c'était pour dire que la science économique n'est pas la seule à entrer en ligne de compte, surtout si elle doit ignorer tous ces paramètres pour comprendre ce qu'est l'entreprise et ce qu'on peut faire avec. Alors, le système de l'économie mixte contiendra toujours un rapport de force sociale. Et le rapport de force et la conflictualité ne sont pas des aspects malsains de la réalité. C'est la réalité elle-même. Et par conséquent, ce qui est malsain, c'est de nier la conflictualité. C'est de faire comme s'il était possible de l'éteindre. Et quand je parle de la conflictualité, je parle évidemment de celle qui concerne le partage de la richesse, mais d'une manière générale, toutes les conflictualités. Je prends un ultime exemple. Lorsque nous avons décidé de faire un enseignement dans l'enseignement professionnel qui s'appelait l'enseignement civique, juridique et social. Alors on a consulté 1200 profs pour mettre ça au point. Arrive un gars de l'UIMM et un autre du bâtiment. Celui de l'UIMM, ça ne l'intéressait pas ce que je racontais. Il pensait que c'était bon. Celui du bâtiment, il me dit, écoutez, monsieur Mélenchon, c'est bien, on est content, bon, c'est des bons gars. Hein, alors, bon, mais vous voyez bien, nous, on a besoin de maçons, on a besoin de plâtriers, on a besoin... Alors, bon, l'enseignement civique, bien sûr, juridique, pourquoi pas. Je dis, mais monsieur, regardez au moins ce qu'il y a dans le livret. On dit qu'on va passer du péremptoire à l'argumenté. C'est une valeur humaine, hein, entre l'aboiement et la chanson, quoi, en gros. Bon, passer du péremptoire à l'argumenté. Alors je lui dis, monsieur, quel est le meilleur chef d'équipe dans le bâtiment? Celui qui gueule tout le temps ou celui qui explique? Évidemment, celui qui explique. Ben, je dis, c'est moi qui ai gagné, c'est pas vous. C'est ça qu'on leur apprend, passer du péremptoire à l'argumenté. Le péremptoire, c'est allez au boulot. L'argumenté, c'est bon, les gars, on commence par là et on va aller là et on va faire comme si, puis à midi, on s'arrêtera là, on fera. Voilà. C'était que ça. Autrement dit, c'était une valeur humaine ajoutée. Les êtres humains ne sont pas des pions. Les êtres humains sont des êtres humains, donc on les traite comme des êtres humains, et si on les traite comme des êtres humains, ce qu'ils font est humainement acceptable et performant. Je pense que cette règle-là, nous devons la porter si on veut être entré dans la conflictualité avec un autre sujet à mettre sur la table que simplement la répartition de la richesse, qui est une très grande importance, mais qui, comme vous le savez, est une discussion neutre. On répartit quelle richesse, pour quoi faire? La richesse de quoi? Pour acquérir quelle autre richesse? En quoi consiste la condition humaine? Eh bien, nous pourrions dire déjà à ce que les droits de l'espèce soient respectés. Et savez-vous quels sont les droits de l'espèce? C'est pas de posséder 3 téléphones, c'est de pouvoir dormir dans la nuit avec une vraie nuit. C'est de pouvoir dormir dans le silence, le vrai silence. C'est de pouvoir se loger dans des conditions où l'on ne se met pas en danger en se logeant, etc. C'est 4, 5, 6. Et évidemment, par provocation, et pour vous amuser, je vous dirais que s'il n'y a pas de nature humaine, nous le savons tous ici, puisque c'est toujours un résultat social, il y a une condition humaine. Et le matérialisme historique reconnaît qu'il y a une condition humaine, comme le disait Karl Marx, il faut chaque jour reproduire et chaque heure la vie en produisant, en respirant et en travaillant. Voilà pourquoi, naturellement, le thème de l'entreprise est un thème qui existe, c'est un thème qui a une signification, collectif de travail, statut juridique, etc., etc., etc. Mais il a d'abord un sens qui est historique et humain. Qu'allons-nous faire quand nous devons avoir à inventer des entreprises qui réparent l'écosystème?
Qu'allons-nous faire quand nous allons chercher à faire muter une partie des performances de la production qui étaient liées au process même de production, que nous allons essayer de le faire passer au biomimétisme en savant l'accumulation qu'il faut qu'on mette en place? Qu'est-ce que nous allons faire de la production quand tous les processus intellectuels seront capables d'automatisation dans ce qu'on appelle assez bêtement l'intelligence artificielle? Je dis bêtement parce que comme personne n'est capable de dire en quoi consiste l'intelligence, je trouve extraordinaire qu'on puisse la réaliser artificiellement. Mais ce qu'on comprend tous, c'est que c'est une automatisation des process cognitifs. Et cette automatisation peut être en partie répartie dans les machines. Est-ce que nous allons nous mettre à pleurer en cadence et exiger le droit de pouvoir continuer comme avant? Non. Non, bien sûr que non. Tout ce qui va rendre plus performant et moins de travail humain, donc soulager la peine humaine et donner du temps libre, sera bienvenu, à condition qu'on se répartisse une richesse le temps que ça libère. Voilà, merci.